Bonjour chers abonnés. Cette fois, pas d'introduction superflue, pas de détour. Je vous emmène directement au cœur d'une histoire qui, une fois entendue, ne vous quittera plus. C'était un samedi soir, un de ces soirs où l'hiver enveloppe tout d'un froid mordant, le 6 février 2021. De légers flocons dansaient sous les réverbères, recouvrant les rues d'un manteau blanc. Un décor presque paisible, presque. Les événements dont je vais vous parler se sont déroulés dans le quartier d'East Rock, en banlieue de New Haven, dans le Connecticut. Un quartier où se mêlent étudiants et employés d'une institution parmi les plus prestigieuses du monde, l'université de Yale. Parmi eux, il y avait une étudiante du nom de Nicole. Ce soir-là, une de ses amies fêtait son anniversaire. Alors, elles avaient décidé de marquer le coup. Elles discutaient de leurs cours, ont commandé à manger et s'apprêtaient à lancer un film. Une soirée banale. Jusqu'à ce qu'un bruit vienne briser l'illusion de la tranquillité. Une détonation, sèche, stridente. Sur le moment, elles ont pensé à une moto. Un de ces pots d'échappement trop bruyants. Mais, quelques secondes plus tard, un cri de douleur. Un cri qui n'avait rien à voir avec le rugissement d'un moteur. Nicole s'est précipitée vers la fenêtre. Son appartement se trouvait au 2e étage. En bas, près d'un carrefour, elle a vu un homme. Il était allongé sur la chaussée. Et il n'était pas seul. Une autre silhouette était penchée sur lui, immobile, et dans sa main une arme à feu. Puis, les coups de feu ont éclaté. 1, 2, 3. Chaque tir déchirait la nuit, projetant des éclairs de lumière blafarde. Nicole, pétrifiée, voyait ces flashs illuminer la scène en contrebas comme un stroboscope macabre. Puis, le silence. L'agresseur a marqué un temps d'arrêt, une fraction de seconde à peine, comme s'il savourait l'instant. Puis, il a pivoté et s'est élancé vers un SUV sombre. En quelques secondes, il a disparu. Nicole n'a pas hésité. Elle a saisi son téléphone. Les mains tremblantes, elle a composé le numéro d'urgence. Elle savait déjà. Elle savait que ce qu'elle venait de voir n'était pas un simple accident. Les sirènes ont brisé la nuit. La police, l'ambulance. Mais trop tard. Beaucoup trop tard. L'homme gisait là, au beau milieu de la chaussée, son corps figé entre la ligne d'arrêt obligatoire et le passage piéton. Il n'y avait rien à faire, aucune chance. La scène s'est transformée en un champ de bataille pour enquêteurs. Ruban jaune, flash des appareils photo, silhouette en uniforme qui s'agite. La procédure habituelle, froide et méthodique, a commencé, trouver des indices, reconstituer le puzzle, 8 cartouches éparpillées sur l'asphalte, calibre 45. Un tueur qui ne laissait rien au hasard. La victime, touchée à la poitrine, à la tête, aux membres. Certains tirent à bout portant. Exécution pure et simple. Sur le côté gauche de son crâne, une marque sinistre, une brûlure due aux résidus de poudre. Un détail glaçant. Preuve que l'arme avait été pressée contre sa peau au moment du tir. Juste à côté de lui, une Toyota Prius argentée. Feu de détresse allumé. Comme si elle attendait toujours son propriétaire. Mais ce qui a attiré l'attention des enquêteurs, c'est une trace nette sur le pare-choc arrière, une empreinte de plaque d'immatriculation. Pas un accident violent, un accrochage discret. L'identité de la victime n'a pas tardé à tomber. Kevin Jiang, 26 ans, étudiant à Yale. Un avenir brillant, fauché en une fraction de seconde. L'enquête a immédiatement été lancée. Les appels avaient afflué. Nicole n'était pas la seule à avoir entendu les tirs. Le quartier entier avait été secoué. Des voisins, réveillés en sursaut, s'étaient précipités vers leurs fenêtres. D'autres, pris d'un frisson instinctif, s'étaient contentés de composer le numéro d'urgence, le souffle court. Les enquêteurs ont commencé par interroger ces témoins. Des fragments de vérité, des morceaux d'une scène encore trouble. Une femme encore sous le choc a décrit un premier bruit étrange. Pas un tir, pas une explosion. Mais un impact, le bruit sourd d'un accrochage. Intriguée, elle s'était avancée vers sa fenêtre et avait aperçu la Toyota Prius argentée qui venait de s'immobiliser en pleine rue. Un instant plus tard, les feux de détresse avaient clignoté, comme un signal. Derrière la voiture, un SUV sombre. Il avançait lentement dans la même direction. Puis, selon un témoin, il s'était arrêté. Probablement un GMC terrain, et c'est là que tout s'est accéléré. Le conducteur de la Toyota était sorti de son véhicule. Il n'avait pas l'air paniqué. Pas encore.
Il avait commencé à marcher vers le SUV sans méfiance, comme s'il allait simplement s'expliquer avec l'autre conducteur. Puis, le premier coup de feu a retenti, puis un autre. C'est ce moment précis que Nicole avait vécu, figé derrière sa fenêtre. Elle avait vu Kevin vaciller, s'effondrer. Il avait déjà été touché, mais l'agresseur n'avait pas terminé. Il a continué à tirer. Encore, encore. Nicole n'avait pas pu voir son visage, trop rapide, trop sombre. Mais elle avait remarqué des détails. Un bonnet d'hiver, un SUV sombre qui avait aussitôt pris la fuite. Plus tard, elle en était presque certaine. C'était bien un GMC terrain. Elle avait reconnu ses feux arrière distinctifs. Elle n'était pas la seule. D'autres témoins avaient également vu le SUV sombre. D'autres avaient entendu les détonations déchirer la nuit. Mais un détail troublant est vite apparu. Certains étaient convaincus qu'ils n'étaient pas face à un seul tueur. D'après eux, ils étaient deux. Et l'un d'eux portait une veste ou un sweatshirt jaune. Deux assaillants, deux ombres dans la nuit. Une traque venait de commencer. Puis, la police a mis la main sur une vidéo de surveillance. Un espoir? Peut-être. Mais à première vue, rien de bien exploitable. Les images provenaient d'une caméra installée sur la façade d'une maison braquée vers la rue. Le problème? Plusieurs en fait. D'abord, il faisait nuit noire au moment des faits. Ensuite, la caméra était placée derrière une vitre, ce qui signifiait qu'elle capturait aussi les reflets de l'intérieur de la maison. Un mélange confus d'ombre et de lumière parasite. Mais une chose était claire, la vidéo confirmait ce que les témoins avaient raconté. La collision avait bien eu lieu en premier. On distinguait d'abord la Toyota Prius argentée s'arrêtant en plein milieu de la route. Puis, un SUV sombre entrait dans le champ. Quelques secondes plus tard, il reculait et disparaissait hors cadre. Kevin était alors sorti de sa voiture. Un geste banal, naturel, probablement pour régler l'accrochage, échanger les assurances. Un de ces désagréments du quotidien dont on se passerait bien, mais cette fois, c'était un piège. Quelques secondes plus tard, tout basculait. Deux coups de feu, un cri, puis 6 autres tirs, froids, métalliques, impitoyables. Le SUV sombre avait pris la fuite aussitôt, sans même allumer ses phares, comme une ombre qui se fondait dans la nuit. Malheureusement, la vidéo n'offrait aucune réponse définitive. Impossible d'identifier le tireur, impossible de distinguer la plaque du véhicule. L'image était trop floue, trop parasitée. Mais une question obsédante se posait désormais. Était-ce un simple accès de rage au volant qui avait viré au carnage? Ou alors, était-ce un piège, un guet-apens froidement orchestré? Et si cette collision n'avait été qu'un prétexte? Un prétexte pour forcer Kevin à sortir de sa voiture. Les enquêteurs allaient devoir en apprendre plus sur la victime. Qui était Kevin Jiang? Pourquoi lui? Mais avant cela, il leur restait une mission, la plus douloureuse. Annoncer l'impensable à la famille de Kevin. Kevin Jiang vivait avec sa mère, Jen Linda Liu, et comme on peut l'imaginer, la nouvelle l'a anéanti. Quand elle a appris que son fils n'était plus de ce monde, elle s'est effondrée, littéralement, comme si ses jambes avaient cessé de la porter. Un cri, un effondrement, une douleur brute, insoutenable. Son fils, son unique enfant, parti. Elle a pleuré, inconsolable. Les enquêteurs ont attendu. Ils savaient qu'il n'y avait rien à dire, rien à faire. Rien ne pouvait atténuer un tel choc. Ce n'est qu'après un long moment, lorsqu'elle a réussi à reprendre son souffle, qu'elle a pu répondre à leurs questions. Mais avant d'aller plus loin, qui était Kevin Jiang? Un gamin né un jour de Saint-Valentin, le 14 février 1994, à Iowa City. Mais son histoire, elle, s'est construite ailleurs, à Chicago. Ses parents, originaires de Chine, n'avaient pas réussi à faire durer leur mariage. Une séparation, des silences, et au bout du compte, une mère qui a élevé son fils seule. Son enfance n'a pas été simple. À l'école, il avait été la cible des moqueries, des brimades, du harcèlement. Ces années marquées par l'intimidation, il ne les avait pas oubliées. Mais sa mère avait tout fait pour l'aider à tenir bon. Et Kevin lui en avait toujours été profondément reconnaissant. Avec les années, quelque chose d'étrange s'était produit. Les rôles s'étaient inversés.
Pendant longtemps, il n'avait plus eu aucun contact avec son père. Un fantôme, un homme absent. Mais en grandissant, Kevin avait pris l'initiative. Il voulait reconstruire, réparer. Cela n'avait pas été facile. Les blessures étaient là. Mais père et fils avaient tenté de recoller les morceaux. Lentement, avec sincérité. Kevin, c'était ce genre de personne, un homme qui ne lâchait pas, un homme de foi, très impliqué dans la vie de son église. Il croyait en des valeurs fortes. À un moment, il avait même envisagé l'armée. Puis, il s'était orienté vers les études. Un autre combat. Il avait décroché son premier diplôme à l'université de Washington avant de poursuivre à Yale. Un parcours brillant tourné vers la protection de l'environnement. Mais Kevin, ce n'était pas seulement un étudiant prometteur, c'était un artiste, un sportif, un passionné. Il jouait du piano, il dansait avec talent. Il était accro au sport et à la forme physique, à tel point qu'il avait décidé de partager sa passion avec le monde. Il avait créé une chaîne YouTube, un espace où il parlait d'entraînement, de bien-être, de motivation. Parfois, il y postait aussi des vlogs, des instants de sa vie. Une vie pleine de projets. En 2019, Kevin avait franchi une nouvelle étape. Il avait acheté sa propre maison. Un symbole fort, l'indépendance, la stabilité. Mais Kevin n'était pas du genre à penser qu'à lui. Il aurait pu savourer cette réussite en solitaire, faire de cette maison un refuge personnel. Mais non, ce n'était pas lui. Il avait immédiatement proposé à sa mère de venir vivre avec lui. Linda. Elle vivait seule, loin, sans proche à proximité. Alors, Kevin s'était dit qu'à deux, la vie serait plus douce. Un fils qui voulait prendre soin de celle qu'il avait toujours protégée. Les enquêteurs ont aussi découvert un autre détail. Un détail qui rendait ce drame encore plus cruel. Quelques jours avant le meurtre. Le 30 janvier. Kevin Jiang avait demandé la femme de sa vie en mariage. Elle s'appelait Zion Perry. Un amour né un an plus tôt. Un couple uni par les mêmes valeurs, les mêmes passions. Ils s'étaient rencontrés à l'église, lors d'une retraite spirituelle. Ce jour-là, le hasard ou peut-être le destin les avait placés côte à côte. L'animateur de la session avait demandé aux participants de prier pour la personne assise à leur droite, et c'est ainsi que tout avait commencé. D'abord, des regards, des silences complices. Puis, ils s'étaient revus, toujours à l'église, lentement, naturellement. L'amitié s'était transformée en amour. Ils aimaient randonner ensemble, découvrir des parcs nationaux, partir pêcher au lever du jour. Kevin jouait du piano, Perry de la flûte traversière. Tout s'était enchaîné. Quand ils s'étaient rencontrés, Zion Perry était encore étudiante à l'Institut de technologie du Massachusetts en biophysique moléculaire et biochimie. Puis, elle avait changé d'université. Elle avait rejoint Yale, et leur relation avait évolué. Amour fusionnel, âme sœur. Tous ceux qui connaissaient Kevin le savaient. Il suffisait de les voir ensemble pour comprendre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Un avenir radieux, un mariage en préparation, une vie qui s'annonçait belle, jusqu'à ce que tout bascule. Alors, les enquêteurs ont interrogé Zion Perry. Elle était la dernière personne à avoir vu Kevin vivant. Sa voix tremblait, le choc, l'incompréhension. Mais elle a raconté chaque détail, chaque minute de cette journée qu'elle n'oublierait jamais. Ce 6 février, elle avait passé une partie de la journée avec son fiancé, un samedi ordinaire, un samedi heureux. Le matin, ils avaient pêché sur un lac gelé, le genre d'activité qui demande patience et silence. Mais à deux, tout est toujours plus léger. Puis, ils avaient déjeuné ensemble. Un dernier repas partagé. Ce n'est qu'aux alentours de 20h30 que Kevin lui avait dit au revoir. Un baiser. Un sourire. Il était monté dans sa voiture et avait pris la route pour rentrer chez lui. Rien d'anormal. Rien d'inquiétant. Mais il n'était pas allé bien loin. À seulement 2 rues de l'appartement de Perry, la mort l'attendait. D'abord un accrochage, puis un meurtre. Ce soir-là, Perry avait bien entendu les coups de feu, mais elle ne s'était pas inquiétée. Kevin était parti 10 minutes plus tôt. 10 minutes. C'était largement suffisant pour qu'il soit déjà loin. Elle n'avait rien compris. Rien. Kevin n'avait pas d'ennemis. Tout le monde l'aimait. Elle a cherché, creusé dans sa mémoire, mais pas un seul nom ne lui venait à l'esprit.
Personne qui aurait pu vouloir du mal à Kevin Jiang. Personne. Et pourtant, quelqu'un l'avait exécuté. Puis l'enquête a pris un tournant brutal. Le lendemain matin, les policiers en charge de l'affaire ont reçu un appel inattendu. Un autre commissariat. Le ton était grave, urgent. Leurs collègues travaillaient sur 2 autres affaires récentes, 2 affaires qui, selon eux, étaient directement liées au meurtre de Kevin. Un puzzle sanglant venait de se dessiner. Et la traque ne faisait que commencer. Premier élément troublant. Le 6 février, vers 21h pile, soit à peine 30 minutes après l'attaque de Kevin, un appel avait été passé au numéro d'urgence. Un employé d'une casse automobile, le Sims Metal Management, avait signalé un comportement suspect. Un véhicule était entré sur le terrain de la casse, mais son conducteur agissait étrangement. Il n'était pas rare que des automobilistes se perdent dans ce secteur. En général, il faisait simplement demi-tour pour retrouver la sortie, mais pas cette fois. Le conducteur ignorait complètement les indications du gardien, qui lui faisait de grands gestes pour lui montrer la direction de la sortie. Au lieu de rebrousser chemin, il s'était dirigé ailleurs, jusqu'à atteindre l'arrière du site, où se trouvaient des rails de chemin de fer. Et là, son véhicule s'était enlisé dans la neige, coincé sur les voies ferrées. Quand la police était arrivée, ils avaient découvert que le conducteur du SUV sombre était un homme de 29 ans, nommé King Swan Pan, originaire du Massachusetts. Son explication? Il s'était trompé de route et avait perdu ses repères, ce qui l'avait conduit par erreur jusqu'à cet endroit. Il s'était montré extrêmement poli, calme et même coopératif. Il avait demandé aux policiers s'ils pouvaient l'aider à dégager son véhicule. Mais il n'y avait qu'une seule solution, appeler une dépanneuse. King Swan Pan n'avait pas protesté. Il avait accepté cette issue sans broncher. Pendant ce temps, les policiers avaient procédé à son contrôle d'identité. Il leur avait tendu son permis de conduire. King Swan Pan avait affirmé que le véhicule qu'il conduisait était le sien, avant de finalement admettre qu'il l'avait en réalité loué. Quoi qu'il en soit, il n'était pas recherché par la police. Son comportement était calme, logique, cohérent. Rien dans son attitude ne semblait suspect. Les policiers lui avaient alors proposé une solution simple. Les employés de la société de remorquage allaient le déposer à son hôtel et il pourrait récupérer sa voiture le lendemain matin après avoir réglé les frais. À ce moment-là, les forces de l'ordre n'avaient aucune idée qu'un meurtre venait d'être commis à quelques rues de là. Ils n'avaient appris cette information qu'une vingtaine de minutes plus tard. Mais même en sachant cela, il aurait été difficile de faire le lien entre l'homme coincé sur les rails et le tueur en fuite. Le seul point commun entre les 2 affaires, un SUV sombre. Cependant, le message radio mentionnait 2 suspects, dont un homme noir vêtu d'une veste jaune. Plus tard, cette description s'avérerait erronée. Un mauvais signalement qui allait semer la confusion dans l'enquête. Pendant ce temps, King Swan s'était installé sans problème à l'hôtel Best Western vers 22h30. Cet établissement se trouvait juste à côté du fast-food Arby's, et le lendemain matin, un nouvel élément capital allait bouleverser l'enquête. Une employée du restaurant a composé le numéro d'urgence. Son collègue avait trouvé des sacs suspects dans l'herbe, non loin du restaurant. Il y avait un sac bleu portant l'inscription « Malden, Massachusetts », ainsi qu'une sacoche noire d'aile. À l'intérieur, une arme à feu. Une importante quantité de munitions. Le détail le plus frappant, l'arme était un calibre 45. Exactement le même calibre que celui utilisé pour tuer Kevin. Mais ce n'était pas tout. En fouillant davantage, les enquêteurs ont découvert d'autres objets intrigants. Des fragments d'une énigme qui commençait à prendre forme. 3 plaques d'immatriculation différentes. Une paire de baskets noires. Un bonnet gris avec le logo T-Mobile. Un pantalon de survêtement gris. Une veste jaune, tachée. Un manuel d'instruction pour un GMC terrain. Quelques vis. Une paire de ciseaux. Un inventaire étrange. Trop étrange. Lorsque les policiers sont arrivés sur place pour examiner ces objets, l'un d'eux a eu un déclic immédiat. Un flash. Une évidence. C'était l'agent qui avait interrogé King Swan Pan la veille. Et il se souvenait. Il revoyait le SUV enlisé sur les rails. Il revoyait les détails. Un sac bleu à l'arrière, une sacoche noire. Et maintenant, ils étaient là,
abandonné à quelques mètres de l'hôtel. Mais ce n'était pas tout. La veste jaune, celle-là même qui, la veille, était posée sur le siège passager du SUV. Maintenant, elle était retrouvée, soigneusement pliée dans le sac bleu. Tout collait. Et surtout, un détail troublant sautait aux yeux. Le fast-food Arby's, où ces objets avaient été trouvés, se trouvait juste à côté du Best Western, l'hôtel où King Swan Pan était censé passer la nuit. Plus une seconde à perdre. Les enquêteurs se sont précipités vers l'hôtel. Mais, trop tard, King Swan Pan n'était plus là. Sa chambre? Vide. Et un autre détail glaçant. Tout indiquait qu'il n'y avait jamais dormi. Le lit était intact. Certes, il avait pris la clé de la chambre 276. Mais au matin, il ne s'était jamais présenté à la réception pour faire son check-out. Le suspect était en fuite. Et désormais, la priorité des enquêteurs était claire. Le retrouver. Rapidement, ils ont réussi à identifier son adresse. Les enquêteurs ont fini par remonter jusqu'à l'adresse de King Swan Pan, une maison cossue, située dans un quartier aisé en banlieue de Boston. Un endroit où personne n'aurait imaginé qu'un suspect de meurtre puisse se cacher. Mais lorsque les agents sont arrivés devant la porte d'entrée, rien, personne, silence total. Et c'est là qu'une nouvelle crainte est apparue. Et si ses parents étaient en danger, si King Swan Pan était capable de tuer un homme de sang-froid, qui pouvait garantir qu'il n'avait pas retourné cette violence contre sa propre famille? Le doute était insupportable. Une unité spéciale de la police s'est immédiatement impliquée dans l'enquête. Il fallait agir vite. En parallèle, une annonce est tombée. Une récompense de 10 000 $ a été offerte pour toute information menant à l'arrestation du suspect. Le signal était clair. King Swan Pan était officiellement un fugitif. Puis, une découverte a tout changé. Un lien. Un fil rouge reliant King Swan Pan à la victime. Le suspect connaissait la fiancée de Kevin Jeong, Zion Perry. Les enquêteurs lui ont posé des questions. Et sa réaction a été sans appel. La surprise, l'incompréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi on lui parlait de lui. King Swan Pan était un simple chercheur croisé à l'université. Rien de plus. Leur connexion remontait à l'époque de l'Institut de technologie du Massachusetts. King Swan était chercheur. Perry, simple étudiante. Oui, ils étaient amis sur Facebook, mais Perry ne lui avait jamais prêté d'attention particulière. Ils n'avaient jamais été proches. Leur première rencontre remontait à 2019, lors d'une réunion d'une association chrétienne universitaire. Par la suite, leurs chemins s'étaient croisés à quelques reprises, et ils avaient échangé parfois quelques mots. Les enquêteurs ont même retrouvé une photo d'eux deux datant de mars 2020, prise lors d'un cours de danse swing à l'université. Cependant, ils ne s'étaient jamais donné rendez-vous, n'avaient jamais flirté, ni été en couple. Perry a admis que l'homme semblait bien l'apprécier, mais leur relation s'arrêtait là à une simple sympathie. Leur dernière conversation remontait à plusieurs mois. King Swan l'avait contacté via la messagerie Facebook pour la féliciter pour l'obtention de son diplôme. Il lui avait proposé un appel vidéo, mais Perry avait poliment refusé. Après cela, ils n'avaient plus jamais échangé. King Swan vivait dans un autre état et menait sa propre vie. Pourtant, il semblait avoir gardé un vif intérêt pour son Perry. Peu après ses fiançailles, Perry avait partagé sur Facebook une vidéo montrant son compagnon lui offrant une bague. Des photos d'elle et de Kevin ont également été publiées sur les réseaux sociaux. La jeune femme était euphorique et voulait partager son bonheur avec ses proches. Il semblerait cependant que cela n'ait pas été du goût de King Swan. Tout indiquait que l'homme avait une étrange obsession pour Perry et que c'est pour cette raison qu'il avait décidé d'éliminer son fiancé. Une obsession dont presque personne n'avait connaissance. Certainement pas Perry ni son compagnon. Du moins, c'est la conclusion à laquelle les enquêteurs sont arrivés. King Swan Pan est né en 1991 à Shanghai, en Chine. Il vivait aux États-Unis depuis 2007. Il avait toujours été plutôt renfermé et discret. Cependant, c'était aussi un excellent étudiant. Il avait étudié l'informatique et s'intéressait particulièrement au développement de l'intelligence artificielle. Au moment du crime, il était sans emploi et n'avait jamais eu de casier judiciaire. Les enquêteurs ont découvert que le suspect possédait pas moins de 3 numéros de téléphone différents. Et au cours des mois précédant le meurtre de Kevin, il les avait utilisés pour contacter plusieurs concessions automobiles. À chaque fois,
Il racontait la même histoire. Il voulait faire un essai routier avant d'acheter une voiture et souhaitait la montrer à son mécanicien. Il insistait particulièrement sur le fait que les sièges devaient être inclinables, car selon lui, il envisageait un long voyage. Il portait aussi une attention particulière aux fonctionnalités du coffre. Les policiers ont commencé à spéculer. Cherchait-il un moyen de se cacher dans une voiture? Cette hypothèse s'est renforcée lorsqu'ils ont fait une autre découverte troublante. Ils ont remarqué qu'à chaque fois que l'homme effectuait un essai routier, des incidents impliquant des armes à feu se produisaient dans les environs de New Haven. Ces événements avaient commencé à la mi-décembre 2020 et le dernier avait eu lieu seulement 1 heure avant l'attaque contre Kevin. Au total, il y en avait eu 4. Quelqu'un avait tiré sur des bâtiments résidentiels au hasard. Personne n'avait été blessé, mais des témoins apercevaient souvent un SUV sombre dans les parages. De plus, sur chaque scène de tir, les enquêteurs avaient retrouvé des douilles de calibre 45. L'équipe chargée de l'affaire a alors commencé à envisager un lien entre ces événements. Peut-être faisait-il partie d'un plan plus vaste. Peut-être que l'auteur des coups de feu cherchait à brouiller les pistes pour que la police pense que Kevin avait été victime d'une fusillade aléatoire. Cette théorie a pris encore plus de poids lorsqu'une découverte capitale a été faite. Les douilles retrouvées sur les précédentes scènes de crime étaient rigoureusement identiques à celles retrouvées sur les lieux du meurtre. Il y avait un lien évident. Avec une forte probabilité, l'individu qui avait tiré sur des maisons au hasard était le même qui avait abattu Kevin Jiang. Revenons un instant à la voiture que le suspect utilisait le jour du meurtre. Elle avait été mise en fourrière, ce qui a permis aux enquêteurs de l'inspecter immédiatement. Il s'agissait d'un GMC Terrain de 2015. À l'intérieur, ils ont découvert des traces de sang sur le levier de vitesse, des résidus de poudre à canon, notamment sur le plafond de l'habitacle, ainsi que des fragments de tissu biologique. Autre détail intrigant, la plaque d'immatriculation avant du véhicule était endommagée. Elle ne tenait plus que par une seule vis et pendait de travers. Or, son inclinaison et sa position correspondaient exactement aux traces retrouvées sur le pare-choc de la voiture de Kevin Jiang. Un dernier élément mérite d'être souligné. La police avait été appelée après qu'un homme s'était retrouvé coincé sur des voies ferrées peu après le meurtre. Les agents envoyés sur place avaient remarqué quelques irrégularités. Mais ils n'avaient pas approfondi l'affaire. Un détail qui, avec le recul, aurait pu changer le cours de l'enquête bien plus tôt. En vérifiant les plaques d'immatriculation du SUV sombre, les enquêteurs ont découvert que la voiture était volée. Cependant, quelque chose ne collait pas. Dans la base de données, le véhicule signalé comme volé n'était pas un GMC Terrain de 2015, mais un tout autre modèle. Qingxuan Pan avait affirmé qu'il avait loué ce véhicule et qu'il ignorait d'où venaient ces incohérences. Selon lui, la question devait plutôt être adressée à l'agence de location. L'affaire s'est toutefois éclaircie quelques heures plus tard, lorsqu'un employé d'une concession automobile a signalé un vol. Cette fois, il s'agissait bien d'un GMC Terrain sombre. Qingxuan Pan s'était présenté dans cette concession pour un essai routier, mais il n'avait jamais ramené la voiture. Tout indiquait qu'il avait échangé les plaques d'immatriculation, ce qui expliquait les divergences dans les registres. En conséquence, le 8 février, un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Mais encore fallait-il le retrouver. La première question que se sont posées les enquêteurs était « Comment Qingxuan avait-il quitté New Haven cette nuit-là » Après tout, son véhicule avait été mis en fourrière. La réponse est venue des relevés téléphoniques. Ils ont révélé qu'après s'être enregistré à l'hôtel, l'homme avait passé un appel à ses parents. Peu après, ces derniers avaient retiré $1000 d'un distributeur automatique. Les parents de Qingxuan étaient des gens fortunés, disposant de ressources considérables. La police a donc décidé de les retrouver en premier, convaincus que cela les mènerait tôt ou tard au suspect. Pour ce faire, ils ont tenté de localiser leur téléphone. Cette piste les a conduits jusqu'à un hôtel à Gettysburg, en Caroline du Nord. Mais une fois sur place, aucun membre de la famille Pan ne s'y trouvait. Cependant, sur la station-service voisine, les agents ont découvert un téléphone fracassé au sol. Un passant l'avait ramassé et remis aux employés de la station. Ne pouvant localiser les téléphones, les enquêteurs ont changé de stratégie et se sont mis à traquer la voiture des parents de Qingxuan. Le 11 février, grâce aux données du système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, ils ont finalement réussi. Le véhicule a été repéré en Géorgie, près d'Atlanta. Les parents du suspect
ont été arrêtés sur place. Mais leur fils n'était pas avec eux. Quand les agents leur ont annoncé que King Swan était recherché pour meurtre, leur réaction a été surprenante. Ils n'ont pas semblé particulièrement étonnés. Le père a expliqué que son fils les avait appelés récemment, leur demandant de venir le chercher dans le Connecticut. Il leur avait dit qu'il avait besoin d'argent et d'aide. Ils avaient donc pris la route ensemble, se dirigeant vers le sud et dormant dans leur voiture. Selon eux, King Swan avait un comportement étrange. Il était anormalement silencieux, parlait très peu et n'avait jamais expliqué ce qui s'était passé. Puis, une fois arrivés en Géorgie, leur fils avait soudainement disparu. La mère du suspect, bien qu'elle ne soit pas très disposée à parler aux policiers, a néanmoins tenté désespérément de les convaincre que King Swan s'était donné la mort. Les enquêteurs, cependant, ne croyaient pas à cette version des faits. D'un autre côté, ils étaient persuadés que ses parents étaient prêts à tout pour lui, quitte à finir derrière les barreaux. Ils ont donc décidé de les surveiller et d'attendre. Avec un peu de chance, ce seraient eux qui les mèneraient directement aux fugitifs. Les semaines ont passé. Les parents du suspect retiraient régulièrement d'importantes sommes d'argent aux distributeurs. Un jour, ils ont loué une voiture et ont repris la route vers le sud. Très vite, le GPS du véhicule de location a été désactivé. Quand les enquêteurs ont enfin réussi à les localiser de nouveau, il était déjà trop tard. Cependant, une caméra de surveillance dans un supermarché de Géorgie a enregistré une scène intéressante. Le père du suspect y achetait un ordinateur portable. À ses côtés se trouvait un jeune homme, qui ressemblait étrangement à son fils. Les policiers avaient donc vu juste. King Swan ne s'était pas donné la mort, il était bien en cavale. Le 4 mai 2021, les parents du fugitif ont repris la route. Cette fois, ils voyageaient avec des amis, probablement pour brouiller les pistes. Mais cette fois-ci, les enquêteurs ne les ont plus lâchés d'une semelle. Après leur départ d'un hôtel, les policiers ont interrogé le personnel. C'est alors qu'ils ont découvert un détail crucial. Au milieu de la nuit, la mère de King Swan avait demandé au réceptionniste d'utiliser son téléphone. Elle avait même été filmée par les caméras de surveillance de l'hôtel. Après son appel, elle avait effacé le numéro composé, mais la police a tout de même réussi à le retracer. Ce numéro les a conduits à une planque près de l'Université d'État de l'Alabama. Et le 14 mai 2021, King Swan Pan a été arrêté. Lors de son arrestation, King Swan Pan avait sur lui près de 20 000 $ en liquide, 7 téléphones et cartes SIM, un ordinateur, ainsi que le passeport de son père. Il louait un appartement sous une fausse identité, se faisant passer pour un certain Henry Coy. Au début, il a clamé son innocence, mais le juge a fixé sa caution à 20 millions de $. Une somme colossale, justifiée par le risque élevé de fuite. King Swan avait encore de la famille en Chine, ses proches disposaient de ressources financières considérables, et surtout, il s'était déjà caché de la police pendant des mois. De plus, il souffrait de troubles psychologiques. Les rapports de police mentionnaient de nombreuses interventions passées, toutes liées à des problèmes psychiatriques. En raison de la pandémie du corona qui avait engorgé le système judiciaire, son procès a été fortement retardé. Entre-temps, il a été soumis à une évaluation psychiatrique. Les médecins ont conclu qu'il était apte à être jugé. L'accusation disposait d'un dossier solide contre lui. Son ADN avait été retrouvé sur une arme à feu et des munitions qu'il avait abandonnées près d'un restaurant Arby's. Cette arme n'était cependant pas celle du crime. Selon les enquêteurs, il aurait tenté de s'en débarrasser dans une casse automobile. Le lieu en question, Sims Metal Management, est la plus grande casse du Connecticut, idéalement située près de l'autoroute. Un choix stratégique pour faire disparaître l'arme du crime. La police a fouillé plusieurs fois la zone, sans succès. Jusqu'à aujourd'hui, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Malgré cela, les indices accablants ne manquaient pas. Le sang de la victime et des fragments de tissu ont été retrouvés sûrs. La casquette que portait King Swan le soir du meurtre, le levier de vitesse du SUV sombre, une mallette noire qu'il transportait. Des résidus de poudre ont également été détectés sur sa veste jaune. Face à l'évidence, le 29 février 2024, King Swan Pan a décidé de plaider coupable. Il a finalement été condamné à 35 ans de prison. Il sera libéré en 2056 à l'âge de 65 ans. Le condamné n'a jamais expliqué pourquoi il avait tué Kevin Jiang. Le mobile du crime reste inconnu. Nous ne pouvons que spéculer à ce sujet.
Lors de l'audience sur la détermination de la peine, King Xuan est resté la tête baissée, silencieux. Mais lorsqu'il a entendu Zion Perry, la fiancée de la victime, il a relevé les yeux. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre la parole à son tour. Il a exprimé des remords et s'est excusé pour ses actes. Il a reconnu mériter sa peine. Et après, les parents de King Xuan n'ont jamais été inculpés. Quant à Kevin Jiang, il a été inhumé avec les honneurs militaires, 2 jours avant ce qui aurait été son 27e anniversaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.